OK. Donc, voilà, nous allons commencer. Merci, merci, merci d'être là. Nous apprécions votre présence, hein. Nous avons des invités et des participantes d'un peu partout là, sur la planète de France avec Salma Kojok, une de nos invités, Karine Aristide depuis Ottawa, en Ontario, au Canada. Co-animatrice Sylvie Dan du côté du Maryland aux États-Unis. Bertrand Defoe, c'est moi à Toronto. Et puis, on a du monde aussi de Californie, du Liban, alors, de Windsor en Ontario, de London aussi en Ontario. Donc, merci infiniment d'être toutes et tous là aujourd'hui pour ce thème si important d'actualité, comment communiquer avec l'autre dans un monde divisé. Nous le savons, même les plus jeunes, les enfants le savent, l'ont remarqué. Nous vivons dans un monde divisé, dans un monde de plus en plus complexe et on se demande comment entrer en communication avec l'autre. Comment faire pour non seulement être compris, mais aussi pour comprendre l'autre. On a l'impression qu'il y a tellement, tellement, tellement de différences que le monde est tellement morcelé que finalement la communication est devenue un exercice impossible. Alors, nous allons aborder ce thème avec donc, Karine Aristide, comme j'ai dit. Karine Aristide est coach. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le monde du coaching, de l'accompagnement des entrepreneurs et surtout, elle est la fondatrice de She Did It. Elles ont osé, elles l'ont fait, donc depuis Ottawa. Et l'autre invité, c'est Salma Kojok, écrivaine très, 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 très talentueuse, plusieurs ouvrages. Et depuis 4 ans maintenant, Salma Kojok est la présidente du prix Goncourt de Lorient. Donc, voilà. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sylvie Dan, co-animatrice, comme j'ai déjà dit. Est-ce que tu veux dire un mot, Sylvie, avant qu'on... Ah non, vraiment pas. Je vous remercie d'abord en tant que femme de nous montrer le chemin d'être les pionnières qu'on va suivre parce que moi, je suis toujours en mode apprentissage. Donc, merci à Salma Kodjok d'avoir accepté notre invitation et merci à Karine aussi d'avoir accepté notre invitation et d'être des modèles. Alors, n'oubliez pas, je vous suis et je vous suis. Bienvenue sur le plateau de Scénarii. Merci de Voilà. votre accueil. C'est un grand plaisir d'être là. Pareillement, merci beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation ensemble. OK. Alors, Salma, je commence par, avec votre permission, je vais vous tutoyer, Salma. Je commence par toi. C'est un peu l'habitude de l'émission de Scénarii. Alors, ton parcours, Salma, je te l'ai dit lorsque nous avons communiqué au téléphone déjà pour faire connaissance et puis par la suite préparer cette émission. Ton parcours, moi, m'impressionne, hein. Il y a quelque chose dans ton cheminement qui est juste extraordinaire. C'est le Liban, c'est aussi la Côte d'Ivoire où tu es né, où tu as grandi, et c'est la France où tu vis maintenant depuis de longues années, où tu as publié plusieurs ouvrages. Tout ce mélange-là, Salma, aujourd'hui, est-ce une force ou plutôt un inconvénient? Comment vois-tu parce que tu es assise un peu, on va dire, sur 3 chaises, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que mon parcours, il est vraiment à la croisée de géographies différentes, d'histoires multiples, de rencontres diverses, de sociologie très multiples. Et j'ai envie, pour commencer, de dire quelques mots par rapport à ce parcours, puisque vous m'en donnez l'occasion. Oui, je suis née en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest. Je suis le fruit d'une migration familiale assez ancienne, puisque mon arrière-grand-père déjà avait quitté le Liban, qui était son pays natal,
pour l'Afrique et il est mort et enterré à Dakar. Mon grand-père aussi, des deux côtés de ma famille, paternelle et maternelle. Mon grand-père a aussi émigré vers l'Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ma mère est née en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, au bord de l'océan Atlantique. Et je suis comme mes frères et sœurs et comme mes cousines qui sont là, je suis née en Afrique de la 3e ou 4e génération plus tard. Donc, née en Afrique, dans une famille libanaise, à l'école française. Donc, on a voilà, des cultures multiples. Je pense qu'à certains moments de nos existences, on a pu ressentir ça comme un frein ou comme une lourdeur, ou en tout cas comme une interrogation. C'est quelque chose qui nous a interrogés parce que justement, avec le regard de l'autre, on se demande qui on est. Et dans des sociétés et des lieux où l'identité est unique, ou en tout cas une seule appartenance forme d'identité, on n'arrivait pas à se définir parce qu'on est... je parle au pluriel parce que je parle de moi et de tous ceux qui sont aussi comme moi, tous ces migrants. En tout cas, pour ce qui concerne les Libanais d'Afrique, on avait ces appartenances multiples qui formaient une identité assez particulière. Alors, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, enfin, j'ai envie de dire que je suis à la croisée de 3 fleuves, ou en tout cas, il y a 3 fleuves qui couleraient à l'intérieur de mon histoire et qui coulent en moi. Et ces 3 fleuves, c'est en fait les 3 géographies dont je suis issue et que j'ai rencontrées au cours de ma vie aussi. Donc, il y a le fleuve Comoé en Côte d'Ivoire, le fleuve Litani dans le Liban de mes grands-parents et de mon père, et puis les fleuves de France, en particulier ceux qui font la jonction du canal de Bourgogne, le Rhône et la Seine. Si vous le permettez, j'ai envie de vous le montrer à travers des images. Je peux vous montrer des images. Dites-moi si je suis trop longue. Non, on va... Est-ce que vous avez la possibilité de partager? Oui. OK. Voilà. Je partage. Vous me dites si vous l'avez, mais je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez l'écran? Vous voyez ce que je présente? Bien. Alors, voici. Là, vous avez le fleuve Comoé en Côte d'Ivoire qui se jette dans l'océan Atlantique et et voilà, on le voit sur la carte, il coule du nord vers le sud et donc vers Abidjan. Et j'aime beaucoup cette photo qu'il y a au milieu de l'embouchure du Comoé à Grand-Bassam, où le fleuve rencontre la mer. Alors, voici Abidjan, où je suis née. On l'appelle la perle des lagunes. C'est une ville qui a été fondée autour de la lagune ébriée. Et là, il y a le chemin que je faisais enfant, adolescente, de la maison vers l'école. Et mes cousines reconnaîtront et ma sœur reconnaîtront bien sûr les bâtiments d'Abidjan, mais aussi la corniche qu'on empruntait pour aller au lycée. Alors, au Liban, le fleuve qui coule en moi, c'est le Litani. Le Litani, vous le voyez sur la carte du Liban à gauche. Donc, il coule du nord du Liban il se jette dans la mer Méditerranée. Le plan du village que vous avez à droite, c'est le village d'enfance de mon père et de mon grand-père. Et le fleuve est vraiment à la lisière du village. Le village est aussi construit proche
du fleuve. Le fleuve est vraiment la source d'eau importante qui a donné vie au village. Le village s'appelle Zerari. Et puis le canal de Bourgogne, où je suis depuis quelques années maintenant, qui est aussi un lieu d'eau magnifique. Donc ce sont ces trois fleuves qui coulent en moi, et l'idée est un peu de les faire se rencontrer et de les tresser. C'est pour ça que j'ai appelé ça, c'est comme une tresse en fait, avec ces trois éléments. C'est une forme de tissage, voilà, de métissage ou de tissage, comme on tisse les lieux en nous. Et dans mon métier d'écrivain, bien sûr, dans mon travail d'écriture, c'est quelque chose de très important, ce tissage. Merci beaucoup. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous sur la question des fleuves et de l'identité. On a vraiment apprécié, ça nous permet d'avoir une belle idée de qui tu es. Parce que si tu as pu te définir avec tout ça, donc ça prouve que tu es vraiment, moi je dirais, une citoyenne du monde. Alors merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de partager ce qui te tenait si tant à cœur avec nous autres. On a vraiment apprécié. Merci. Merci de rien. Karine, c'est à ton tour de nous répondre. C'est la même question pour toi. OK, j'ai pu... Le micro devait être désactivé probablement, Karine. C'est ça, exactement. Merci à Salma, vraiment. J'ai trouvé ça très enrichissant. Puis, je suis très d'accord avec Sylvie qui dit que Salma est citoyenne du monde. Et je pense que c'est tellement important d'avoir cette philosophie, d'avoir cette compréhension, parce que c'est la seule manière qu'on peut vraiment avoir un pont avec l'autre. Donc, si on n'a pas l'opportunité ou la bénédiction d'habiter dans un autre pays, de côtoyer d'autres cultures et tout ça, ça devient même plus difficile de se voir comme citoyenne du monde. Alors, c'est quelque chose à cultiver, c'est quelque chose d'aller s'éduquer, de prendre le temps de s'éduquer là-dessus. Et pour moi, ça a toujours été très important. Moi, je suis haïtienne. Je suis née en Haïti. J'avais 9 mois quand je suis arrivée au Canada. J'ai maintenant 45 ans, donc ça fait 44 ans que je suis au Canada. Et ce qui arrive, c'est que mon mari, même âge que moi, il est né à Montréal. Alors lui, il est québécois. Et on peut même dire québécois de souche parce qu'il est né à Montréal. Par contre, lorsqu'on le rencontre, on va encore lui demander de quel pays tu viens. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand je regarde mes enfants aussi qui sont nés en Ontario, il y en a qui sont nés à Toronto, il y en a un qui est né à Ottawa, il y en a un qui est né au Québec et tout ça. Donc, notre identité est vraiment un mix de plusieurs choses, mais souvent, ça débute où est-ce qu'on est né. Et ensuite, parce qu'on vit dans un monde où on regarde à ce qui frappe les yeux, ben, on va regarder à notre couleur de peau premièrement pour ensuite déterminer qui on est ou comment on vit, comment on doit vivre la vie et comment on doit interagir avec les gens. Donc, je reviens au fait que développer cette compréhension d'être citoyen du monde, c'est tellement important parce que ça va faire toute la différence dans nos interactions. Parce que l'autre va avoir ses préjugés déjà, l'autre va avoir ses manières de voir les choses. Donc, si on se voit d'une certaine manière, et je peux même ajouter comme en anglais on dit world changer et history maker,
Donc, si on se voit comme quelqu'un qui est né pour marquer l'histoire, pour changer le monde, donc, chaque interaction qu'on va avoir avec les gens, ça va être pour leur permettre de grandir, leur permettre d'apprécier qui on est, oui, mais de s'apprécier eux-mêmes et de voir qu'on est tous humains de la race humaine et on a tous à apprendre l'un de l'autre, tout dépendant de l'expérience qu'on a eue. Il y a toujours quelque chose qu'on a en commun. Mais si jamais on ne peut pas voir à ce qui frappe les yeux quelque chose qu'on a en commun, mais la première des choses, c'est qu'on est tous de la race humaine et on a tous la possibilité d'être citoyens du monde. Merci. Merci beaucoup, Karen, pour ce premier jet, là, ce premier témoignage. Donc, né en Haïti, grandi au Canada, alors. Et puis, l'expérience de ton mari, hein, né au Canada, mais à qui tu nous as dit, on demande souvent, d'où viens-tu, etc., etc. Alors, beaucoup de monde, malheureusement, s'arrête aux apparences. Je crois que vous allez peut-être convenir avec moi, c'est peut-être le plus grand piège dans les interactions avec l'autre. Parce que si j'avais rencontré, par exemple, Salma à Toronto, dans la rue, dans le métro, jamais je n'aurais imaginé qu'elle est née en Côte d'Ivoire, qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire, etc. Okay. Bon. Alors, comment finalement arriver à surmonter, là je reste avec toi, Karen, comment arriver à surmonter ce piège-là et les autres pièges aussi dans nos interactions avec les autres? D'où ça vient finalement qu'on s'arrête seulement à ce que nos yeux peuvent voir et qu'on soit souvent incapable d'aller au-delà dans notre désir de communiquer, d'échanger avec l'autre. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme j'ai dit, on est un produit de ce qu'on apprend lorsqu'on grandit. Donc, l'enfant qui naît dans un milieu qui est très homogène, qui est un milieu qui n'a pas de différence du tout, l'enfant va avoir une certaine vue d'elle-même ou de lui-même et aussi d'autrui. Donc, on grandit avec ce que nos parents nous ont enseigné, on grandit avec ce qu'on a vécu avec nos pères et tout ça. Donc, tout ça vient pour, en quelque sorte, nous donner des lunettes. Donc, on a tous et toutes des lunettes qu'on porte et ces lunettes-là ont été confectionnées par différentes expériences, différentes interactions en grandissant. Donc, lorsqu'on devient adulte, on est un produit et on est un fruit de tout ce qu'on a vécu. Et c'est à nous maintenant de prendre la décision de soit accepter ce qu'on nous a enseigné ou soit questionner et rejeter. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on peut être face à quelqu'un selon ce qu'on a appris. Donc, on est soit sur la défensive ou soit dans un mode de tolérer la personne, tout dépendant de ce qu'on a appris. Donc, il faut être conscient. Il faut se confronter soi-même, puis comprendre qu'on a tous des préjugés, OK? On a tous un effort à faire pour, premièrement, savoir c'est quoi nos préjugés et aussi décider de s'en débarrasser.
Et là, c'est le travail de chaque personne. Des fois, on a besoin d'aide parce que ça a été tellement imprégné en nous que des fois, on ne s'en rend même pas compte et ça devient des angles morts et tout ça. Donc, des fois, on a besoin d'être accompagné pour aller déterrer certaines choses parce que on peut avoir certaines réactions avec un certain type de personne sans même réaliser qu'on a cette réaction-là, mais l'autre le reçoit. Donc, la personne soit va réagir d'une manière positive ou négative et c'est là qu'on doit décider pour nous-mêmes, est-ce qu'on veut continuer à avoir cet effet ou cet impact ou est-ce que si c'est bon, oui, mais si c'est négatif, mais c'est là qu'on doit décider, est-ce que j'ai assez de connaissances pour faire mon propre cheminement ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, dans le fond, à voir qu'est-ce qui a créé ce genre de préjugés ou ce genre de malaise, peut-être, lorsqu'on rencontre des gens qui sont peut-être différents de nous ou qui ont peut-être moins d'habileté que nous et tout ça. Donc, c'est un travail que chacun doit faire et je crois que chaque personne qui est ici, c'est un premier pas d'être au moins conscient que ça ne vient pas facilement à tous d'être capable de communiquer effectivement avec l'autre, avoir un effet positif sur l'autre. Donc, il y a certaines personnalités qui ont beaucoup plus d'agilité à ça. Et j'ai un petit truc que je vais pouvoir vous partager, mais je ne vais pas trop parler. Mais comme Sylvie dit, on veut partir d'ici avec des outils concrets qu'on peut utiliser lorsqu'on est en interaction avec les gens. Donc, c'est sûr que j'en parlerai lorsque j'aurai l'occasion. Okay. J'ai une question rapidement, si tu me permets, avant qu'on ne passe à Salma. Karine, pourrais-tu nous dire s'il y a moyen, parce que je ne sais pas, aux professeurs d'école d'aborder ce genre de sujet dans un cours carrément clair et spécifique avec les élèves, parce qu'on a des cours de français, d'histoire, de géographie, de ci et de ça, mais je ne me souviens pas avoir reçu un cours qui me balaye un peu toute cette façon de penser ou de voir. C'est vrai que la philosophie aujourd'hui n'existe plus vraiment. Dans les cours d'école en Afrique, si je me trompe pas, donc, mais moi, je l'ai pris. Mais les gens après, moi, je ne me souviens pas en avoir entendu parler. Et ici, ça se donne la plupart du temps au high school. C'est l'enfant qui choisit, ce n'est plus une obligation. Et puis à l'université. Donc, est-ce que tu penses que la philosophie pourrait être une façon de nous permettre de savoir mieux communiquer? Ou est-ce qu'il faut prendre conscience soi-même? Ou est-ce qu'il faut carrément un cours? Ou est-ce que les autorités, par exemple, devraient plutôt permettre une ouverture autant au niveau de la communication, c'est-à-dire le cellulaire, le téléphone et tout, avoir plus un partenariat win-win entre les pays, de sorte à ce que les habitants de chaque pays puissent communiquer d'une manière ou d'une autre, question de mieux connaître la culture, de savoir comment communiquer avec l'autre et recevoir aussi cette communication. Là, ça devient un peu long ce que je dis, et aussi prendre en compte ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer, et aussi ceux qui s'expriment en signe. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, mais selon toi, est-ce qu'on devrait trouver un moyen pour intégrer ce genre de cours dans les écoles? Définitivement. Je crois que c'est quelque chose qui est fait dans certains milieux, mais ça devrait être normalisé. Ça devrait être quelque chose qui se fait dans tous les milieux. Je crois que les écoles ont intérêt
à avoir ce genre de conversation avec les enfants, surtout parce que on dit souvent que la société de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc, puis comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qu'on devient même, qu'on est le produit de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Alors, définitivement, mais pour être honnête, je crois sincèrement que le premier environnement qui devrait faire ce genre d'éducation, c'est vraiment l'environnement familial. Et je crois sincèrement que même si on grandit, peut-être que nos parents n'ont pas eu cette éducation et tout, mais il y a toujours un oncle, une tante, quelqu'un, un parent quelque part qui pourrait amener cette perspective. Parce qu'il y a certains parents qui n'ont pas l'opportunité de voyager, qui n'ont pas l'opportunité d'apprendre sur d'autres cultures et tout ça. Mais juste en ayant cette compréhension que c'est important pour que l'enfant soit exposé à d'autres cultures et tout, avant qu'on puisse avoir ce monde idéal où ce que oui, à l'école et au niveau du gouvernement et que tout soit mis à l'évidence pour tous. Je crois que c'est un travail qui commence dans le foyer et souvent, il y a des foyers qui n'ont peut-être pas la capacité de faire ce genre de travail, mais c'est avec la famille étendue. Donc, souvent, en tout cas pour nous qui sont issus de milieux immigrants et surtout africains, mais on a cette pensée de communauté, l'enfant, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, je crois que juste en mettant l'emphase là-dessus, ça fait toute la différence. Donc, non seulement apprendre l'enfant à respecter sa culture, à aimer sa culture, mais aussi à aimer et à respecter la culture de l'autre. Merci beaucoup, Karine. Alors, ce que je retiens de ton intervention, c'est dans l'importance de prendre conscience de ces préjugés, hein, de ce qu'on devrait améliorer, d'y travailler, de rechercher de l'aide aussi. Si on n'a pas l'appui familial, eh bien de chercher de l'aide hors de son cadre familial. Tu as fait allusion aussi, en répondant à la question de Sylvie, à l'importance, oui, de l'éducation, mais d'abord l'éducation familiale et plus tard l'éducation en milieu scolaire. Alors, ça tombe bien parce que Salma est écrivaine, comme on l'a dit déjà, mais elle est aussi enseignante. Tu as enseigné en France, tu as enseigné au Liban, Salma. Quelle est l'importance, d'après toi, des programmes scolaires dans la formation des jeunes en tant que citoyens, citoyennes du monde? J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Karine, justement, concernant le fait de s'interroger. Je pense que c'est ça qui est vraiment au cœur de la relation avec l'autre et de la connaissance de soi et de l'autre et du lien. S'interroger, c'est-à-dire à un moment donné, donner à l'enfant l'outil ou les outils intellectuels qui vont lui permettre de remettre en cause, d'interroger ce qu'on voit comme étant entre guillemets naturel. Remettre en cause ce qu'on appelle aussi entre guillemets la normalité dans les familles, dans les sociétés, dans le monde. Remettre en cause également les pouvoirs, tous les pouvoirs, tous ceux qui possèdent le pouvoir politique, économique, culturel, le pouvoir de la parole, et remettre en cause. Remettre en cause aussi d'une certaine manière la manière d'enseigner, la manière de recevoir l'enseignement. Je pense que ça c'est important. Et ce que disait Sylvie aussi de l'enseignement de la philosophie, c'est quelque chose d'important dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous rappeliez mon travail d'écriture. Je crois que
d'une certaine manière aussi pour moi le lieu qui me permet de m'interroger et d'interroger le monde et la relation à l'autre, c'est aussi l'écriture. Et j'ai envie de donner un exemple, celui de mon prochain roman qui va être publié prochainement. Dans mon dernier roman, il part d'une scène d'enfance réelle, vécue, après qui passe à la fiction, mais à la base, c'est une scène réelle, vécue. Et c'est vraiment une scène d'enfance dans laquelle le rapport à l'autre est interrogé et aussi analysé. Alors, je raconte la scène d'enfance. C'est une scène de violence, hein. Donc, je suis petite fille, j'ai 8-9 ans. Nous sommes à Treichville, à l'avenue 8, à Abidjan. Nous sommes, je dis nous parce qu'il y a moi et d'autres personnes autour de moi. Il y a ma sœur, mon frère, les enfants de l'immeuble dans lequel on habitait à Treichville. Et on est sur la grande terrasse et on regarde en bas. Donc, il y a aussi cette hiérarchie, le haut, le bas. Et en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune garçon qui est en train d'être frappé, battu. On bat ce garçon. On comprend qu'il a probablement pris à l'étal du marché une banane ou parce qu'il avait faim et voilà, il a pris cette banane. Et tout de suite, on l'appelle voleur. On lui met cette étiquette, voleur, voleur, voleur. Donc, on lui assigne cet attribut et ça devient son identité, voleur. Un petit gamin, hein. Donc, il y a cette scène de violence. Cet enfant qui est battu, il y a vraiment aussi la violence de la violence sociale, de la faim, de la pauvreté, de la manière dont on résout sans la résoudre cette question en battant l'enfant. Il y a aussi la violence de nous aussi en train de regarder cette scène et de ne pas pouvoir... je sens bien dans mon entendement d'enfant à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas juste. Même si je n'ai pas les mots pour le dire à ce moment-là, je sens un malaise. Et derrière moi, il y a un plus grand parmi les personnes qui regardent cette scène et qui dit « Oui, battez-le, battez-le, c'est un voleur, battez-le ». Donc, il y a cette violence derrière moi de ce grand garçon qui appelle à augmenter la violence. Il y a la violence des coups que reçoit l'enfant. Et il y a la violence qui est due à l'absence de parole, à l'absence de possibilité de mettre en mots cette scène absolument scandaleuse, en fait. Il n'y a aucune protection. L'enfant que je suis est là, prise en étau entre un grand derrière qui appelle à la violence qui est vue en bas. Voilà. Et c'est une scène avec laquelle j'ai grandi, bien sûr, qui m'a marquée. Karine disait tout à l'heure qu'on est marqué aussi par ce qu'on a vu et vécu dans son enfance. Et c'est à travers l'écriture aujourd'hui que j'essaie de démêler un peu toutes les composantes de cette scène. Et c'est ce qui fait le sujet de mon prochain roman. Merci beaucoup.